super important en électronique analogique. Il s'agit de l'amplificateur. L'amplification dans une chaîne d'électronique est une opération quasiment inévitable. Et ceci afin de traiter les signaux dans les meilleures conditions possibles. Les transistors et les tubes à vide que vous connaissez déjà ont été des composants discrets permettant la réalisation d'une telle opération. Maintenant, cette fonction d'amplification est réalisée grâce à des composants sous forme de circuits intégrés et qui fonctionnent sur une large gamme de fréquences pouvant aller jusqu'au mégahertz. Malgré que les amplificateurs opérationnels ont été conçus initialement pour faire de l'amplification, ces composants peuvent être aussi utilisés dans plein d'autres applications, notamment dans la génération des signaux, la synthèse des filtres, l'adaptation d'impédance, mais aussi pour faire des opérations mathématiques du genre addition, soustraction, intégration, dérivation, etc. Concernant ce cours, je vais tout d'abord commencer par faire un rappel sur les montages de référence à base d'amplificateurs opérationnels. Ensuite, on va s'intéresser à deux composants standards qui existent dans le marché, qui sont le LM741 et le TL081. L'idée, dans un premier temps, est de réaliser un montage de type multivibrateur à stable. Ensuite, on va utiliser ces deux composants pour réaliser des filtres de type passe-bas et des filtres de type passe-haut. Alors tout d'abord, je vais commencer mon cours par présenter le composant. Donc l'amplificateur opérationnel d'un point de vue symbolique est présenté sous cette forme, qui est sa forme anglo-saxonne, mais aussi peut être présenté sous forme carrée, qui est sa forme européenne. Nous, généralement, on va utiliser cette forme. Il s'agit d'un composant actif, c'est-à-dire c'est un composant qui nécessite une alimentation externe. En l'occurrence, ici, on a une alimentation bipolaire en plus ou moins VCC. Et c'est un composant qui est présent dans le marché sous forme de boîte noire, c'est-à-dire de circuits intégrés avec plusieurs pattes. Parmi ces pattes, on a une entrée inverseuse, une entrée non inverseuse, une tension de sortie VS, les deux pattes d'alimentation, mais aussi on a accès à des pattes de réglage qui permettent de faire des réglages notamment en fonction de la température ou des imperfections du composant. Dans la suite, vous allez voir qu'on va faire des approximations qui vont nous aider à appréhender les montages à base d'AOP. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme dans le cas du transistor, un amplificateur opérationnel en régime linéaire peut être considéré comme un quadripole, avec une impédance d'entrée qui est très grande, une impédance de sortie qui est très faible, une tension VS de sortie qui a une valeur finie, et un gain d'amplification qui est très grand. Donc comme GVS a une valeur finie et que mon impédance de sortie est négligeable, je vais pouvoir dire que A fois epsilon égale VS. Ce qui me permet de dire aussi que epsilon égale VS sur A. Et comme A a une valeur très grande, donc je peux dire que epsilon égale 0. Donc ça, c'est un premier résultat pour l'amplificateur opérationnel idéal, c'est que ma tension différentielle epsilon est nulle. Maintenant, on va s'intéresser au courant d'entrée, I plus et I moins. On a vu tout à l'heure que l'impédance d'entrée est très grande, avec une différence de potentiel ici qui est très faible, qui est égale à 0. Donc, je vais pouvoir dire que I plus égale I moins égale 0. Donc, ce sont les deux résultats sur lesquels on va s'appuyer pour faire ensuite notre raisonnement sur les montages de référence. Donc le premier montage de référence qu'on va étudier, c'est le montage suivant. Donc comme vous voyez ici, on a la tension d'entrée VE appliquée à la borne plus, on a ici la tension de sortie VS, et au niveau de ce potentiel, je pique un fil qui part vers la borne moins de l'amplificateur. Les premières approximations qu'on peut utiliser, c'est que on a epsilon qui est égal à 0, cette différence de potentiel ici. Donc V plus moins V moins égale 0, ce qui va me permettre de dire que V plus égale V moins. Ensuite, comme mon potentiel ici, VS, est relié à la borne moins, je vais pouvoir dire que V moins égale VS. Ensuite, ici, j'ai VE qui est égal à V plus.
avec cette égalité, je peux dire que VE égale VS. Donc ici, mon gain d'amplification est égal à 1. Alors pourquoi on utilise un amplificateur opérationnel dans cette configuration? Si on a une tension de sortie qui est égale à une tension d'entrée, l'intérêt tout simplement est de faire ce qu'on appelle une adaptation d'impédance. C'est-à-dire, ça peut avoir une application, par exemple, dans le cas d'un filtre, pour éviter qu'on branche un filtre directement à une charge et que ça modifie son gain ou sa phase, on ajoute par exemple entre les deux un montage suivant. Maintenant, on va voir le montage inverseur. Donc, voici le montage. On retrouve les caractéristiques générales d'un amplificateur opérationnel, c'est-à-dire on a une tension différentielle epsilon qui est égale à 0, avec un courant I plus égale I moins égale 0. Epsilon égale 0, c'est-à-dire V plus égale V moins. Et comme V plus est relié à la masse, donc je peux dire que V plus égale 0 et ça engendre que V moins égale 0. Ici, je vais définir mes tensions UR1 aux bornes de la résistance R1, UR2 aux bornes de la résistance R2, et on aura un courant qui va circuler aux bornes de ces deux résistances qu'on va noter I. Alors, il faut noter que I elle-même qui circule aux bornes de R1 et R2 parce que on a I- ici qui est égal à 0. Concernant les valeurs des tensions UR1 et UR2, alors la tension aux bornes de la résistance R1, c'est ce potentiel moins ce potentiel, c'est-à-dire VE moins V moins. Et la tension UR2 aux bornes de la résistance R2 est égale à ce potentiel, c'est-à-dire V moins ce potentiel qui est égal à VS. Donc c'est V moins VS. Et d'un autre côté, on a, selon la loi d'Ohm, UR2 égale R2 fois I et UR1 égale R1 fois I. À partir de cette égalité, on peut dire que I égale VE moins V moins sur R1 qui est égal à V moins VS sur R2. Ce qui nous ramène à dire que VE sur R1 égale moins VS sur R2, comme V moins égale 0. D'où l'expression du gain A est égale à VS sur VE égale moins R2 sur R1. Donc de ce fait, on a pu isoler l'expression du gain. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un montage de référence, à savoir reconnaître quand on voit un tel circuit et vous pouvez appliquer directement ce résultat. Donc maintenant, on va étudier le montage non inverseur. Comme le montage inverseur, il permet de faire de l'amplification. Si on choisit bien nos valeurs de R2 et R1. La seule différence, c'est que comme son nom l'indique, la tension de sortie, elle ne sera pas inversée. Donc ici, le montage de référence. La seule différence, c'est que ma tension d'entrée est appliquée à la borne plus. Et donc mon point de départ, comme d'habitude, je pars du fait que j'ai epsilon égale 0. Ça veut dire que V plus moins V moins égale 0. Donc V plus égale V moins. Comme vous voyez ici, j'ai la tension V plus qui est égale à VE. À partir de là, je peux dire que V moins égale VE. Si je regarde mes tensions UR1 et UR2, là par exemple UR1 c'est ce potentiel moins ce potentiel, c'est-à-dire c'est V moins 0, et UR2 c'est VS moins VE. Ensuite pareil, en utilisant la loi d'Ohm, on peut dire que UR1 égale R1 fois I et UR2 égale R2 fois I. À partir de ces égalités, j'aurai I égale VE sur R1. Et pareil, j'aurai I qui est égal à VS moins VE sur R2. D'où je peux déduire l'expression du gain qui est égale à 1 plus R2 sur R1. Donc vous voyez, si je choisis par exemple une valeur de R2 supérieure à R1, j'aurai forcément une amplification.
mais cette fois-ci, le signal de sortie ne sera pas inversé. Donc maintenant, on va étudier le montage sommateur-inverseur. Voici le schéma de ce montage. Idem, on va prendre epsilon qui est égal à 0, donc la tension différentielle de l'amplificateur idéal égale à 0. Ça veut dire que V plus moins V moins égale 0, et donc V plus égale V moins. Et comme on a l'entrée non inverseuse qui est reliée à la masse, donc V plus égale V moins égale 0. Donc pour résoudre ce cas de figure, on a besoin d'appliquer le théorème de Millman. Donc on va regarder quelles sont les impédances qui sont reliées au potentiel V- ici, et par quelle tension sont alimentées ces impédances. Donc si j'applique le théorème de Millman, j'aurai V- égale V1 sur R1 plus V2 sur R2 plus Vs sur R, le tout sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R, et tout ça c'est égal à 0. Ça veut dire que le numérateur est égal à 0, et donc on peut écrire l'expression de Vs en fonction des autres tensions. Donc Vs égale moins V1 fois R sur R1 plus V2 R sur R2. Donc ça, c'est l'expression de la tension Vs d'un amplificateur sommateur-inverseur. Donc on fait la somme et puis on inverse ici. Si on veut généraliser, donc l'expression elle va ressembler à ça. Alors, le montage qui suit, c'est le montage différentiel ou soustracteur. Comme son nom l'indique, l'idée est de faire une soustraction de deux tensions d'entrée, ici V1 et V2. C'est un montage qui va être légèrement un petit peu plus lourd en termes de composants. Donc on va avoir 4 résistances qui vont intervenir. Et en termes de calcul, il y a légèrement plus d'étapes, mais vous allez voir, c'est abordable. Donc, première hypothèse, on a epsilon qui est égal à 0. Ça veut dire V plus égale V moins. Donc l'idée est d'utiliser comme tout à l'heure le théorème de Millman. Donc si j'applique le théorème de Millman, je vais avoir au niveau de la borne plus, je vais avoir V plus qui est égal à V2 sur R3 plus 0 sur R4, comme R4 est lié à la masse, le tout sur 1 sur R3 plus 1 sur R4. Cette expression peut être simplifiée, donc ça va devenir V2 fois R4 sur R3 plus R4. Au niveau de l'entrée inverseuse, on a V- qui est égal à V1, donc V1 sur R1 plus Vs sur R2, le tout sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. Je vais voir V1 fois R2 sur R1 plus R2 plus Vs fois R1 sur R1 plus R2. Donc je peux poser l'égalité ici, V plus égale V moins. Et à partir de là, je peux simplifier pour avoir l'expression de Vs. Donc j'aurai Vs égale R1 plus R2 sur R1, le tout multiplié par V2 fois R4 sur R3 plus R4 moins V1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc là, vous voyez, on arrive à voir la soustraction de V2 et de V1. Donc si on prend R1 égale à R3 et R2 égale à R4, l'expression de Vs devient R2 sur R1 facteur de la différence des deux tensions d'entrée, donc j'aurai V2 moins V1. Alors les deux derniers montages qu'on va étudier, ce sont les montages dérivateurs et intégrateurs. Vous allez voir que la seule différence entre les deux, c'est qu'on va interchanger les endroits de la capacité et de la résistance. Comme tout à l'heure, on part de cette hypothèse, on a epsilon qui est égal à 0, ça veut dire que V plus égale V moins, et comme V plus est relié à la masse, donc V plus égale V moins égale 0. L'idée par la suite est d'essayer d'exprimer les tensions aux bornes de la capacité et de la résistance. Donc si on prend la capacité, la tension en borne de la kappa, UC,
est égal au potentiel VE moins le potentiel à ce niveau qui est V-. Et comme V- égale 0, donc UC égale VE. De la même façon que tout à l'heure, on a un courant I au niveau de la capacité qui est le même au niveau de cette résistance, car I- égale 0. Et ce courant-là, aux bornes de la capa, s'exprime de cette façon. Donc on a I égale C DUC sur DT. Au niveau de la résistance, UR, c'est le potentiel V- moins VS. Et comme V- égale 0, donc UR égale moins VS. Avec la loi d'Ohm, on sait très bien que UR égale R fois I. Donc, à partir de ces deux équations, on a l'expression de I qui est égale à moins VS sur R. Donc là, on a deux expressions du courant I. On va essayer de rejoindre les deux et on aura moins VS sur R égale C fois la dérivée de la tension au banc de la capacité sur dt. Donc à partir de là, on peut retirer l'expression de VS de t. Donc la tension de sortie elle est égale à moins R fois C fois la dérivée de VE sur dt. Je vous rappelle que UC c'est égal aussi à VE ici. De la même façon, si vous faites la résolution du montage intégrateur, vous aurez une expression de VS qui est égale à moins 1 sur RC, l'intégrale de la tension d'entrée par rapport au temps, plus, alors là il faut faire attention, dans le cas d'un amplificateur non idéal, vous aurez une composante continue qui va apparaître. Alors dans cette partie, on va étudier ce circuit qui est un oscillateur à relaxation, appelé aussi multivibrateur stable. Et ça sera l'occasion de remettre en œuvre l'étude d'un cas plus compliqué d'un montage non linéaire. Donc comme je viens de dire, c'est un oscillateur à relaxation, hein, c'est pas du tout un oscillateur qui génère un signal sinusoïdal, mais plutôt il génère un signal carré, comme vous voyez ici. Donc la période de son signal dépend principalement des valeurs des composants qui sont autour de l'amplificateur. Et justement, c'est l'intérêt de cette partie, on va essayer de calculer cette période. Alors, afin de pouvoir calculer l'expression de la période du signal, on va tout d'abord essayer d'exprimer les tensions V+, et V-, ce que j'ai noté ici aussi E+, et E-. Dans un premier temps, on a toujours l'approximation epsilon qui est égale à V+, moins V- qui est égale à 0. Et on a les courants d'entrée, puisqu'on a une impédance d'entrée très grande. On a I+ égale I- égale 0. Donc, concernant la valeur de E+, au niveau des résistances R1 et R2, on a ce qu'on appelle un pont diviseur de tension. Donc, si on applique la formule d'un pont diviseur de tension, ce qu'on trouve, c'est que E+ égale R1, donc c'est la résistance ici, divisé par la somme des deux résistances, R1 plus R2, multiplié par la tension de sortie VS. Et comme VS, en fonction du temps, peut prendre deux valeurs, puisqu'il s'agit d'un oscillateur instable, donc ça varie entre deux valeurs positives et négatives, donc VSAT peut prendre la valeur soit plus VSAT, soit moins VSAT. Donc l'expression de E+, devient plus ou moins R1 sur R1 plus R2 fois VSAT. Concernant l'expression de la tension V- ou E-, donc tout d'abord on a ici un courant qui passe à travers la capacité et à travers la résistance, et ce courant il est pareil. Pourquoi ? Parce qu'on a le courant I- ici qui est égal à 0. Donc si j'essaie d'écrire l'expression de I au niveau de la capacité, j'aurai I qui est égal à moins C fois la dérivée de la tension au bord de la capacité par rapport au temps. En appliquant la loi d'Émaille à ce niveau-là, donc j'aurai E- moins VS qui est égal à R fois I. Or, l'expression de I, c'est C
donc moins C fois dVC sur dt. Et sachant que Vc, c'est aussi E-, donc E- moins Vs égale R fois C, la dérivée de E- sur dt. Donc j'aurai une expression différentielle, ou ce qu'on appelle une équation différentielle, qui s'écrit sous cette forme. Donc j'aurai E- plus R fois C, la dérivée de E- par rapport au temps, égale à Vs. Pour résoudre cette équation, on va se baser sur ce qu'on appelle les conditions en limite. Donc, la solution de l'équation différentielle, de cette équation différentielle, s'écrit sous cette forme. On a E- de t égale une constante plus b fois exponentielle moins taux sur RC. À t égale 0, c'est-à-dire à ce niveau, on a le condensateur qui est complètement déchargé. Ça veut dire que E- de 0 égale 0. Et si je remplace ici taux par 0, donc mon exponentielle sera égale à 1. Donc ça devient a plus b égale 0. À partir de là, je peux en déduire que a égale moins b. Maintenant, at égale infini, mon condensateur il va essayer de se charger jusqu'à Vsat. Donc E moins de l'infini égale plus Vsat. Et donc mon exponentielle ici va devenir égale à 0. Donc j'aurai A égale Vsat. À partir de ces deux résultats, je pourrais écrire mon expression de E moins de t est égale à Vsat facteur de 1 moins exponentielle moins taux sur RC. Maintenant, afin de pouvoir calculer l'expression de la période de notre signal, on va choisir de travailler sur deux états différents. C'est-à-dire le moment où le condensateur il commence à se charger avec une tension moins V7 et le moment où le condensateur va se charger avec une tension plus V7. Ces deux états sont T0 et T1 qui sont présentés sur la figure suivante. Donc si on prend AT égale 0, donc AT égale 0, le condensateur est en train de se charger avec une tension en moins V7. Donc j'ai E moins de T0 qui est égal à moins V7 facteur de R1 sur R1 plus R2 est égal à V7 facteur de 1 moins exponentielle moins taux sur RC. D'un autre côté, au moment où le condensateur arrive à l'instant T égale 1, à ce moment-là, le condensateur il va commencer à se charger avec une tension plus V7. De ce fait, je peux écrire que E plus de T1 est égal à plus V7 facteur de R1 sur R1 plus R2 est égal à V7 facteur de 1 moins exponentielle moins taux sur RC. Donc à partir de ces deux équations, je peux déjà simplifier par V7. Ensuite, l'idée c'est d'isoler les exponentielles. Donc j'aurai mes deux exponentielles qui vont s'écrire sous cette forme. Et donc après, l'idée, c'est de diviser les deux équations. Donc l'objectif est de faire apparaître la demi-période t sur 2. Donc si je fais exponentielle moins t0 sur RC sur exponentielle moins t1 sur RC, j'aurai un exponentiel moins t1 moins t0 sur RC qui est égal à 2r1 plus r2 sur r2. Je passe toute l'équation au log. Donc j'aurai T1 moins T0 sur RC égale log de 2 fois R1 plus R2 sur R2. Donc ici, T1 moins T0, ça représente la demi-période. Donc T sur 2, ça devient RC multiplié par log de ce qui est entre les crochets. Donc au final, T s'écrit sous cette forme, 2 fois R fois C log de 2 fois R1 plus R2 sur R2. Si on prend le cas où R1 égale R2, cette expression elle sera simplifiée et on aura T égale 2 fois R fois C fois log de 3. Contrairement à un amplificateur opérationnel idéal, l'amplificateur réel présente des imperfections en régime dynamique. Parmi ces imperfections, on trouve par exemple le slow rate, appelé aussi vitesse de balayage.
c'est un paramètre qui peut avoir un véritable impact sur les signaux qu'on traite. Si on prend l'exemple d'un montage suiveur à base de LM741 et qu'on injecte un signal carré à l'entrée, on va remarquer que le signal de sortie ne va pas vraiment suivre le signal d'entrée. Il ne change pas instantanément. On aura en fait une variation delta V qui va évoluer en fonction d'un certain temps delta T. Donc cet effet, il correspond au slow rate. Ça correspond au temps de réponse qui n'est pas vraiment assez rapide pour qu'il puisse suivre le signal d'entrée. Donc ici, on va essayer de voir la raison majeure de l'existence du slow rate. Si on regarde à l'intérieur du LM741, on va remarquer la présence d'une capacité. En effet, pour les signaux qui varient en fréquence, on peut avoir besoin de limiter les oscillations en sortie. Et c'est le rôle justement du condensateur qui va jouer en quelque sorte le rôle d'un filtre pour faire la compensation fréquentielle. Donc le condensateur est là pour stabiliser le circuit à la réponse fréquentielle. Le problème ici, c'est que le condensateur va mettre un certain temps pour se charger et se décharger. Et donc ce temps de charge et de décharge est en partie responsable à la réponse de l'amplificateur. Donc ici, on va essayer de mettre en évidence l'effet du slow rate. On va utiliser un montage de type suiveur à base de LM741. Et l'idée, c'est d'injecter un signal carré à l'entrée d'une fréquence, on va commencer tout d'abord par une fréquence de 1 kg et une amplitude 1 volt peak to peak. Donc si on lance la simulation, hop, donc ce que vous voyez ici en bleu c'est le signal de sortie et en rouge c'est le signal d'entrée. Donc si je change un petit peu le calibre pour voir mieux, hop. Donc là vous voyez on arrive à mettre en évidence l'effet du slow rate. Donc le signal bleu il prend un certain temps pour se stabiliser et suivre la courbe d'entrée. Hop. Donc là, on voit encore mieux l'effet du slow rate. Maintenant, on va voir l'effet de la fréquence sur le slow rate. Donc si par exemple j'augmente la fréquence, on va essayer de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc j'arrête la simulation, tac. Je change la fréquence, je mets par exemple 10 kg, tac. Je relance la simulation. Et là, vous voyez, en fait, on a l'effet du slow rate qui est accentué. Donc si j'augmente un petit peu, je zoome un petit peu sur le montage, vous voyez ici, on a plus d'effet du slow rate et aussi, vous voyez ici, ça prend un certain temps de stabilisation pour que le signal bleu de sortie suive le signal rouge. Je vais augmenter encore plus la fréquence. Je mets par exemple 100 kg. Et je lance la simulation. Donc vous voyez ici, si j'augmente la fréquence, mon signal il devient vraiment triangularisé. Et encore, on remarque aussi que l'amplitude du signal de sortie commence à diminuer. Je vais encore aller plus loin en fréquence. Je me mets donc à une fréquence de 1 méga. Je garde la même amplitude. Et si je lance la simulation, hop, je vois que mon signal à la sortie il est atténué. C'est tout à fait normal parce que l'amplificateur il se comporte comme un filtre passe-bas. Donc là, à 1 méga, on arrive aux fréquences d'atténuation du circuit LM741. Donc l'idée de la première partie de votre TP consiste à utiliser les fichiers qu'on a mis à votre disposition. Donc là, on vous a réalisé les deux oscillateurs astables. Le premier à base du LM741, le deuxième à base du TL081. Et l'idée, c'est de lancer la simulation et voir l'allure des courbes. Et c'est aussi à chaque fois de changer la résistance via le potentiomètre R4 ici pour voir comment le signal évolue. Et sur la base de ce que vous avez comme simulation, vous allez remplir les tableaux qu'on vous a donnés, calculer le slow rate
notamment pour le 741 et le TL081. Dans la suite, ce qu'on va faire, c'est modifier le circuit afin de pouvoir réaliser un signal de type PWM, c'est-à-dire un signal modulé en largeur d'impulsion. Une des applications qu'on peut réaliser avec un tel signal, c'est de changer la luminosité d'une LED, par exemple, ou de changer la vitesse d'un moteur. L'idée, c'est qu'au lieu d'injecter un signal de type DC, on injecte la moyenne du signal PWM qui, elle, varie entre 0 et 100%. Donc de la même façon, on vous a préparé le deuxième montage en rajoutant le pan de diode. Et donc si je lance la simulation, hop, et je regarde mes signaux, là ce que vous voyez en vert c'est le signal de la capacité. En bleu c'est le potentiel V+, et ce qui est en rouge c'est la sortie VS. Donc vous voyez ici ça varie entre deux états, plus VCC et moins VCC, donc plus ou moins 12 volts. Maintenant, si j'augmente la valeur de mon potentiomètre, donc la résistance du potentiomètre, si je mets par exemple à 75% ici, hop, et je relance la simulation, donc là vous voyez le rapport cyclique a changé. Donc j'ai un rapport cyclique normalement de 25% parce que l'état haut est plus petit que l'état bas. Maintenant, si je mets mon potentiomètre à une valeur de 25% et je relance la simulation, tac. Donc là, vous voyez, mon rapport cyclique a changé et donc j'ai un rapport cyclique de 75%. Ici, j'ai réalisé le deuxième montage en rajoutant le pan de diode et ici, j'ai accès à un potentiomètre. Donc je vais changer sa valeur de résistance et quand vous voyez en fait je suis en train de changer le rapport cyclique. Donc là vous voyez je peux facilement changer le rapport cyclique et vous voyez à chaque fois aussi que je change le rapport cyclique, l'état du chargement de la capacité change. Donc ici elle prend beaucoup plus de temps à se charger de façon positive que de façon négative. Donc la deuxième partie de votre TP consiste à étudier deux types de filtres à base d'amplificateurs opérationnels. On va étudier dans un premier temps un filtre passe-haut. Donc je vais faire le calcul théorique afin de pouvoir remonter à la valeur de la fréquence de coupure et du gain du filtre. Ensuite, je vais vous laisser le soin de faire le calcul pour le filtre passe-bas. Donc l'idée au début, c'est d'écrire la fonction de transfert sous la forme canonique d'un filtre passe-haut. Pour faire ça, c'est très simple. Pourquoi ? Parce que notre montage, il est sous forme d'un amplificateur inverseur. Donc vous connaissez déjà la fonction de transfert d'un amplificateur inverseur. Elle s'écrit sous la forme de -Z2 sur Z1. Avec Z1 ici, c'est l'impédance de la capacité en série avec la résistance R1. Ce qui fait que VS sur VE s'écrit sous la forme de -R2 sur 1 sur JC oméga plus R1. Je peux me permettre de multiplier en haut et en bas par JC oméga. Donc l'expression va être ramenée à ça. Et de la même façon, je multiplie en haut et en bas par R1. Donc l'expression, elle va correspondre à la fonction de transfert canonique d'un filtre passe-haut qui s'écrit sous la forme de -KS fois J oméga sur oméga 0 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Avec KS, c'est -R2 sur R1, sachant que la valeur absolue de KS, elle représente le gain de l'amplificateur, et oméga 0, la pulsation propre, est égale à 1 sur R1 fois C. Donc à partir de l'expression de la pulsation propre, on peut remonter à la fréquence de coupure du filtre en divisant par 2π. Ici, j'ai choisi de faire la simulation avec le TL081, mais vous avez aussi le filtre avec le 741. Donc ici, on utilise un générateur de fonction qui envoie un signal de fréquence 10 kg avec une amplitude de 10 volts crête à crête.
Pour pouvoir faire varier la fréquence, on utilise un Bode plotter. Donc on va tracer le diagramme de Bode. On choisit de faire varier la fréquence de 100 Hz à 1 MHz et on trace le diagramme de Bode en mode logarithmique. Donc là, on est en train de voir le gain du filtre. Ce que vous allez faire par la suite, c'est utiliser le curseur ici pour pouvoir remonter à la valeur de simulation de votre gain maximum et pareil, vous allez faire varier le curseur pour chercher la fréquence de coupure et la comparer à la partie pratique. Dans la suite, on va utiliser cette breadboard pour faire l'étude des filtres. Il s'agit de Electronics Explorer Board de chez Digilent. Ce qui est bien pour cette maquette, c'est qu'elle comporte un oscilloscope à 4 voies, un générateur de fonctions et un générateur de tension continue. Vous allez voir, ça va nous permettre de faire l'acquisition du diagramme de Bode directement sur ordinateur et de récupérer les données d'acquisition. Donc voilà, ici on va utiliser le logiciel Waveforms de chez Digilent pour essayer de visualiser les signaux qui sortent de la breadboard. Donc pour la manip, ce qui m'intéresse, c'est d'injecter un signal sinusoïdal à l'entrée du filtre et de récupérer le signal de sortie. Donc pour ça, je vais utiliser un générateur de fonctions. Hop. Donc là, je vais choisir d'injecter un signal sinusoïdal avec une amplitude, je vais commencer par une amplitude de 2 volts et une fréquence de 200 kg. Et donc pour regarder le signal de sortie, on va utiliser un oscilloscope. Donc là, je lance l'oscilloscope. Là, vous voyez les deux signaux qui apparaissent. On va utiliser le trigger pour voir mieux. Hop. Voilà, donc le signal en jaune, c'est le signal d'entrée, le signal bleu, c'est le signal de sortie. Première remarque, on voit que les deux signaux sont en opposition de phase. C'est normal parce que le montage il est en configuration amplificateur inverseur. Deuxième remarque, on a un effet d'écrêtage. Cet effet, on l'a vu la dernière fois pendant le premier TP. Cet effet est dû au fait qu'on ne travaille pas vraiment sur la zone linéaire de l'amplificateur, mais plutôt on est sur la zone de saturation. Donc ça sert à rien d'envoyer un signal d'amplitude de 2 volts. On va réduire un petit peu l'amplitude et voir qu'est-ce qui va se passer. Hop. Si on regarde l'oscilloscope, et ben voilà, on a un signal d'entrée avec un signal de sortie amplifié. Alors ici, je me suis amusé à visualiser les deux signaux d'entrée et de sortie en mode XY pour vous montrer l'effet de l'écrêtage sur la caractéristique de transfert de l'amplificateur. Donc ce que vous voyez ici, c'est bel et bien la caractéristique de transfert, c'est-à-dire Vout en fonction de Vin. Pour l'instant, on n'a pas d'écrêtage. Donc on a une caractéristique linéaire, plus ou moins linéaire. Là on voit une hystérésis, mais d'un point de vue théorique, pour le cas d'un amplificateur opérationnel idéal, je vous rappelle que la caractéristique elle ressemble à ça. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va augmenter l'amplitude afin de voir qu'est-ce qui se passe au moment de l'écrêtage sur la caractéristique de transfert de l'amplificateur. Donc si j'augmente l'amplitude et je passe à par exemple 5 volts, hop, et là vous voyez en fait on arrive à une zone de saturation. Donc ça c'est la zone linéaire et ça c'est la zone de saturation positive et négative. Donc c'est ce qui explique l'écrêtage au niveau de la sortie. Si je pars un petit peu loin, je vais mettre par exemple 10 volts. Et là, vous voyez, ça devient vraiment un effet plus marquant. Donc là, la zone de saturation, c'est celle-là. Voilà, ici, de la même façon, je vais vous montrer comment faire le mode XY sur un vrai oscilloscope. Donc là, on a les deux signaux d'entrée et de sortie. On va vers acquisition et on va choisir, au lieu de choisir un mode de temps normal, on va choisir mode XY.
Là, vous voyez, l'hystérésis, elle apparaît. Donc ça, c'est la caractéristique de transfert de l'ampli. On va jouer le même jeu. Peut-être on va faire apparaître ça en mode haute résolution pour mieux voir. Et on va augmenter l'amplitude au fur et à mesure. Alors je mets un 5 volts. Donc là, vous voyez la zone de saturation qui commence à apparaître. Plus j'augmente la tension, plus cette zone elle sera plus marquée. Donc là, voilà, pour 10 volts, j'ai une grande zone de saturation. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'étude du filtre en régime fréquentiel. On va utiliser l'analyseur de réseau qui est SIL Network pour envoyer un signal de fréquence variable et regarder ce qui se passe à la sortie. Donc l'idée de l'analyseur de réseau, c'est de tracer le diagramme de Bode ainsi que le diagramme des phases. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer de 50 Hz et on va faire un balayage de fréquence jusqu'à 500 kHz. Donc je lance l'acquisition. Donc voilà, comme vous voyez ici, c'est un filtre passe-haut. Et ce que vous voyez aussi sur l'écran, j'ai essayé de prendre les fréquences envoyées à l'entrée et puis de visualiser le signal d'entrée et de sortie. Et comme vous voyez, en fait, on est en train de changer la fréquence en permanence, entre 50 Hz jusqu'à 500 kHz. Donc à partir de ces données d'acquisition, je vais mettre à votre disposition les résultats. Vous allez retracer le diagramme de Bode et en utilisant la théorie, comparer la fréquence de coupure et le gain du filtre par rapport à ce qu'on vient d'obtenir en termes de valeur pratique. De la même façon, on va faire l'acquisition du filtre passe-bas. Donc le circuit du filtre, vous l'avez en simulation. Donc si je lance l'acquisition, voilà, vous avez un filtre passe-bas, il laisse passer seulement les basses fréquences et il coupe les hautes fréquences. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'on a pareil cet effet en simulation, donc ce que vous voyez ici. Ce que vous allez faire du coup, c'est faire la partie théorique du filtre passe-bas. Je vous joins aussi à cette vidéo le fichier de simulation ainsi que les données d'acquisition pour que vous puissiez tracer le diagramme de Bode et remonter à la valeur de la fréquence de coupure et du gain et comparer par rapport à la théorie.